Bonjour les Apollo-sceptiques. Je me présente, Marcelou, petit professeur dans un petit lycée d'une petite ville du sud-ouest de la France, aujourd'hui en retraite. Matheux un peu, amateur de physique et de technologie beaucoup. Depuis plus de 50 ans, on trouve des personnes qui pensent que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Pour s'en convaincre, ils utilisent toujours les mêmes preuves tirées de photos ou de vidéos. Pas d'étoiles dans le ciel, pas de poussière sur les pieds du LEM, des ombres dans tous les sens, pas de cratère sous le LEM et le drapeau qui flotte, etc., etc. Il est évident que ces images ont été tournées en studio et non pas sur la Lune. Par contre, ce n'est pas une raison pour penser que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. L'objectif de la NASA était peut-être de nous montrer ce qui s'était apparemment passé de manière plus cinématographique. Merci à eux. Je ne suivrai donc pas du tout la même voie. Donc ici, pas de nouvelles photos et pas de nouvelles vidéos. Ma première idée était de démontrer, grâce aux formules de physique adaptées au spatial, que ce voyage lunaire était techniquement impossible du point de vue énergétique, donc du point de vue du carburant embarqué. Quitter la Terre en direction de la Lune demandait une fusée de 3000 tonnes. Quitter la Lune en retour sur la Terre pourrait se réaliser avec un engin de 3,5 tonnes. Carrément impossible pour moi. De plus, si l'on regarde le schéma de la fusée Saturne V, pas de doute, les Américains nous ont enfumés. Pour partir, une énorme fusée de 3000 tonnes. Pour revenir, un engin microscopique de 3 tonnes et demie. Franchement, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Le voyage vers la Lune et surtout son retour avec un tel matériel n'était pas possible. Quelle ne fut pas ma déception? Après de nombreux calculs, de nombreuses vérifications, après avoir rempli de nombreux tableaux, tracé de nombreuses courbes, j'ai dû me rendre à l'évidence. Tous les chiffres donnés par la NASA, masse, carburant embarqué, vitesse et altitude de mise en orbite, tous ces chiffres étaient cohérents. Les temps de vol étaient certes un peu justes, surtout celui entre le décollage de la Lune et le rendez-vous avec le vaisseau resté en orbite. Cette phase est d'ailleurs très mal documentée, et pour cause, mais rien de bien rédhibitoire. La mise en évidence du plus grand canular planétaire ne se ferait donc pas à partir des énergies. En théorie, ce voyage est donc tout à fait envisageable. Par contre, les recherches que j'ai dû effectuer m'ont permis de mettre en évidence des aberrations notables dans le déroulement du voyage. Je ne vais en commenter que 8, mais chacune d'elles pourrait mettre le voyage KO. Comme quoi, le passage de la théorie à la pratique n'est pas toujours automatique. Pour vous motiver à aller plus loin dans le visionnage de cette vidéo, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la conclusion. Je viens donc de vous démontrer
qu'en utilisant la procédure prévue pour les missions Apollo, l'homme n'a jamais pu marcher sur la Lune. À la limite, il aurait pu tourner en orbite autour de la Lune et revenir sur la Terre. Mais à quoi bon? Autant rester 8 jours en orbite autour de la Terre. C'était beaucoup plus sûr, et ça, on savait à peu près le faire. Les Russes, beaucoup mieux que les Américains d'ailleurs. Avant d'aller plus loin, je dois préciser que je n'ai, en tout et pour tout, pour filmer et monter cette vidéo, qu'un ordinateur, une imprimante et un smartphone. Donc, pas d'effets spéciaux ici, mais des explications que j'espère les plus limpides possibles et quelques schémas pour les cas les plus difficiles à saisir. Merci de votre compréhension. Passons à la première aberration et faisons le point sur les avancées technologiques à l'époque. En 1961, année de la déclaration de John Fitzgerald Kennedy, les Américains n'avaient envoyé en tout et pour tout qu'un seul satellite d'une dizaine de kilos en orbite basse autour de la Terre. En 1965 d'ailleurs, ils avaient fait guère mieux. Pour vous rendre compte des distances, je vous demande d'imaginer que la Terre soit réduite à une sphère d'1 mètre de diamètre. Si vous peignez cette sphère avec une peinture un petit peu épaisse, ce qui donnerait une épaisseur de peinture d'1 millimètre, cette peinture correspondrait à notre atmosphère, soit à peu près 15 000 km. Les avions de ligne donc voleraient en plein brouillard. L'ISS, qui vole actuellement à 400 km d'altitude, serait placé à 3 cm de la surface de notre sphère et mettrait 1h30 pour faire un tour complet. La Lune serait placée à 30 mètres de notre sphère et ferait un tour en 27 jours. Si l'on voulait parler de Mars, il faudrait la placer à 5 km de la sphère. Tout cela pour se rendre compte que mettre un satellite en orbite autour de la Terre et mettre un satellite en orbite autour de la Lune, ce n'est pas du tout la même histoire. Quand on pense que lors de leur premier vol, habité, prévu au château de Versailles, par les frères Montgolfier, le roi Louis XVI avait interdit ce vol parce qu'il ne voulait pas que son nom soit associé à des morts. Ce sont donc 3 animaux, un coq, un canard et un mouton, qui prirent place dans la nacelle pour se poser sains et saufs après une courte distance. La conquête de l'air pouvait commencer. Au moins, on peut dire que le président Kennedy ne s'embêtait pas avec de telles considérations. Il faut savoir également qu'à peu près à la même époque, les Russes testaient en secret des fusées XXL, histoire de battre les Américains une fois de plus sur leur propre terrain. 4 fusées furent construites, 4 échecs. En 1969, ils ont même tenté de poser un petit engin, non habité évidemment, sur la Lune. Nouvel échec. Sagement, ils ont abandonné la course suicidaire vers la Lune. Maintenant, à vous de juger. Passons à l'aberration numéro 2. Et regardons un petit peu l'état du parc informatique à l'époque. Dans les années 60, l'informatique n'en était qu'à ses débuts. L'ordinateur embarqué, pendant la mission Apollo, avait une mémoire 4 millions de fois plus faible que mon smartphone. Le microprocesseur embarqué, en quelque sorte le cerveau de l'ordinateur,
avait une masse de 35 kg. Celui de mon smartphone doit faire à peu près une dizaine de grammes. Si l'on voulait comparer les vitesses de calcul entre la vitesse à l'époque et celle d'aujourd'hui, cela reviendrait à comparer les vitesses d'un escargot avec un TGV. Et je ne parle pas de la fiabilité, de la consommation de courant, de la chauffe des composants et de leur sensibilité aux vibrations. À l'époque, pas de GPS pour se repérer. On utilisait des accéléromètres, des gyroscopes et on se positionnait par rapport aux étoiles. Tous ces moyens demandaient d'énormes capacités de calcul. D'ailleurs, lorsque l'on devait repousser un décollage à cause d'une mauvaise météo ou d'un ennui technique, pas question de repousser le départ de quelques heures, car les calculateurs mettaient des dizaines d'heures pour calculer justement ces nouvelles trajectoires. Alors, de là à calculer en temps réel la trajectoire de décollage de la Lune pour rejoindre le vaisseau resté en orbite à 100 km, même pas en rêve. Là encore, à vous de juger. Passons maintenant à la troisième aberration. Je vais vous parler du retournement et de l'extraction du LEM du troisième étage de la fusée. Après la mise en orbite autour de la Terre et l'injection sur la trajectoire Terre-Lune, une opération devait être faite. Elle consistait à décrocher le module de commande et de service, 30 tonnes tout de même, à lui faire faire une rotation de 180 degrés et après avoir ouvert en 3 ou 4 parties, grâce à des boulons explosifs, la partie conique du troisième étage, on devait accoupler ce module de commande au module lunaire, à éloigner l'ensemble de 45 tonnes du troisième étage. Une fois ces opérations effectuées, le troisième étage serait dégagé de la trajectoire. Certains diront que dans l'espace, les poids sont nuls. Ils auront presque juste, car les poids sont seulement réduits. Par exemple, moins 12% pour l'ISS à 400 km d'altitude. Par contre, les masses se conservent, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Donc, la rencontre de deux masses à une certaine vitesse non négligeable entraînera inévitablement des dégâts. Cette opération de retournement, évidemment cruciale pour la suite du voyage, est souvent passée sous silence, et pour cause. J'ai remarqué qu'avec la position couchée des trois astronomes et la position des hublots sur le module de commande, il leur était impossible de voir les dispositifs d'accrochage depuis la cabine de pilotage. Imaginez-vous dans votre garage, en pleine nuit, en train d'accrocher votre remorque chargée sur le dispositif d'attelage de votre véhicule, tout cela totalement dans le noir. Vous allez peut-être y arriver, mais je ne vous dis pas l'état de la carrosserie et du pare-choc à la fin de la manœuvre. Si l'on s'intéresse au vaisseau cargo, accroché à l'ISS, l'effort de retenue est énorme, de l'ordre de 5 tonnes force, alors qu'il n'y a pas normalement d'effort d'arrachement présent. Sécurité, sécurité, quand tu nous tiens. Par contre, notre ensemble de 45 tonnes va subir une très forte décélération en approche de la Lune, donc des efforts eux-mêmes énormes. Et le système prévu pour réaliser la liaison entre les deux parties paraît ridiculement fragile.
Là aussi, à vous de juger. Toujours la troisième aberration, mais cette fois en image. Ici, on peut voir le troisième étage, avec à l'avant le cône qui protège le lemme. Ici, on peut voir le module de commande qui va donc se détacher, faire demi-tour et venir s'accoupler avec le lemme. Et ici, on peut voir l'ensemble, module de commande et lemme, une fois détaché du troisième étage. La liaison est censée être réalisée ici par le cône mâle appartenant au module de commande qui vient se loger dans le cône femelle appartenant au lemme. C'est ce système qui me paraît ridiculement léger. Passons maintenant à la quatrième aberration, le passage des astronomes dans le lemme. En approche de la Lune, notre ensemble de 45 tonnes va subir un énorme coup de frein dont le rôle est de ramener sa vitesse à 6000 km/h et ainsi obtenir une orbite autour de la Lune à 110 km d'altitude. Cela est facile à dire, peut-être un peu moins à faire. Quoi qu'il en soit, notre ensemble est en orbite et les astronomes doivent maintenant passer du module de commande dans le lemme. On peut voir ici les 3 astronomes couchés sur le dos dans le module de commande et 2 d'entre eux sont censés passer par cet orifice. Cet orifice qui a déjà servi à accoupler les 2 grosses parties, mais paraît-il, il y a à cet endroit-là un sas de 80 cm de diamètre et de 50 cm de long qui permettra à 2 astronomes de sortir du module de commande. Tout cela pour rentrer dans le lemme. L'entrée du lemme se fera donc ici par l'écoutille supérieure, qu'il ne faut pas confondre avec l'écoutille latérale qui permettra aux 2 astronomes de descendre sur le sol lunaire. Je ne vois pas comment nos 2 astronomes, dans leur combinaison et accompagnés de leur réserve d'oxygène, pouvaient se faufiler entre tous ces dispositifs de liaison, d'amarrage et d'étanchéité. À mon avis, ils n'ont jamais pu pénétrer dans le lemme. Le passage était vraiment trop encombré. Mais là encore, à vous de juger. Passons à la 5e aberration. La descente sur la Lune. La descente vers la Lune était parfaitement orchestrée, comme on peut le voir sur cette image. Première opération, grand coup de frein. La vitesse passe de 1700 mètres par seconde à 150 mètres par seconde. Et la vitesse verticale passe de 0, puisqu'on était en orbite, à 45 mètres par seconde, certainement en descente. Retournement du lemme. À 150 mètres, on continue à freiner. La vitesse verticale passe de 1 à 8 mètres par seconde. Et avant de toucher le sol lunaire, la vitesse verticale est ramenée à 1 mètre par seconde afin de ne pas avoir un choc trop violent entre le lemme et le sol lunaire. Tout cela semble parfait. Pourtant, il faut savoir que durant les années 2020, la société SpaceX, avec sa fusée Falcon,
a réussi à reposer sans trop de dégâts une fusée sur la Terre, mais cela après une dizaine d'essais. De plus, il n'était pas question de faire redécoller l'engin sans un sérieux passage en atelier de maintenance. Certes, vous me direz, sur la Lune, les efforts sont plus faibles que sur la Terre, à peu près 6 fois moins d'ailleurs, mais par contre, les problèmes restent les mêmes. Réussir cette opération du premier coup relève du miracle. Mais là, c'est à vous de juger. Passons à l'aberration numéro 6, où l'on va parler des combinaisons extravéhiculaires. En 2021, après sa sortie extravéhiculaire de l'ISS, Thomas Pesquet a eu besoin de 2 personnes pour l'aider à revenir dans le module et surtout à l'extraire de sa combinaison. Pourtant, la place ne manquait pas. On se croirait dans un autobus sans les sièges. On peut imaginer que pour s'équiper et avant de sortir, le même scénario a dû se produire. La préparation a bien duré 4-5 heures. La moindre anomalie dans la liaison des différents éléments, casque, bottes, gants, se traduirait inévitablement par une catastrophe. D'ailleurs, en 2012, le fameux saut en parachute de Félix Baumgartner à 40 km d'altitude a failli tourner au drame à cause d'une fuite dans son gant droit. Comment imaginer nos 2 astronautes coincés dans leur habitacle de 4 mètres cubes et demi, ce qui correspond à un disque de 2,4 mètres de diamètre et d'1 mètre de hauteur, truffés d'instruments, enfilés tout seuls leur combinaison extravéhiculaire super encombrante, et idem pour le retour pour l'enlever. Il faut savoir qu'ils ne pouvaient même pas se mettre debout dans leur module lunaire. Essayez d'enfiler une combinaison de plongée super épaisse, de fixer sur votre dos 2 grosses bouteilles d'oxygène, d'enfiler vos chaussons, vos gants, et tout cela dans une Twingo dans laquelle on n'aurait même pas enlevé les sièges. Si vous y arrivez, chapeau. Pour la conclusion, à vous de voir. L'aberration numéro 7 concerne le visionnage en direct du premier pas sur la Lune. Dans les années 60-70, les caméras enregistraient les images en noir et blanc sur des films cellulosiques et devaient être développés dans des laboratoires spécialisés. Et pour le montage, on utilisait tout simplement des ciseaux et du scotch. De là à envoyer par radio des images issues de ces caméras sur des distances de 400 000 km afin que la Terre entière regarde en direct, franchement, j'ai un sérieux doute. Il faut savoir que la première photo numérique a été inventée en 1975 par Kodak. Le fichier était enregistré sur une cassette à bande et l'enregistrement d'une seule photo prenait plus de 20 secondes. Avant cette date, on parlait de photos argentiques. Le premier film numérique, quant à lui, a vu le jour dans les années 2000, 30 ans après Apollo. Pour la conclusion, une fois de plus, à vous de voir. L'aberration numéro 8 concerne le décollage de la Lune et le rendez-vous spatial. Si l'on reprend l'exemple moderne de Thomas Pesquet, son dernier rendez-vous spatial en 2021 avec l'ISS a été retransmis en direct à la télévision dans de nombreux pays de par le monde. En cas d'échec,
Il était même prévu qu'un bras manipulateur, actionné par des personnes à l'intérieur de l'ISS, finisse la procédure. Pourquoi cela? Certainement parce que cette action de liaison entre deux éléments naviguant dans l'espace est toujours aussi délicate et dangereuse, même en prenant le temps de le faire. 24 heures ont été nécessaires pour réaliser ce rendez-vous et 2 heures se sont écoulées après le rendez-vous avant d'ouvrir les portes afin de vérifier que tout allait parfaitement bien et tout particulièrement l'étanchéité. En ce qui concerne Apollo, après avoir fait joujou sur la Lune, ce rendez-vous nous a été présenté comme une simple formalité. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire la description de la manœuvre récupérée sur Wikipédia. Je cite: Le LEM effectue avec succès la manœuvre de rendez-vous en orbite lunaire avec le module de commande et de service resté en orbite avec Collins à bord. L'équipage abandonne l'étage de remontée du module lunaire et l'injecte sur une orbite lunaire. Fin du commentaire. On croit rêver. Ce rendez-vous s'est tout de même effectué à 110 km d'altitude, à une vitesse de 6000 km/h. Soi-disant, les 3 astronautes avaient repéré les vaisseaux respectifs à distance. D'ailleurs, les feux de position et de recherche auraient dû être placés sur le vaisseau resté en orbite et non pas sur le LEM. Toute proportion gardée, cela reviendrait à repérer un dé à jouer d'1 centimètre de côté qui passerait au-dessus de la tour Montparnasse de Paris à 15 km/h alors que vous êtes toujours sur le sol. À vous de voir pour la conclusion. Je vous avais parlé au début de cette vidéo de 8 aberrations. Mais puisque vous êtes toujours là, je vais vous faire un cadeau d'une 9e, dans laquelle je vais parler de la phase de retour sur Terre. Pour cette phase de retour, je vais vous citer, comme tout à l'heure, un commentaire récupéré sur Wikipédia. Columbia entame ensuite la manœuvre d'injection sur une orbite de rencontre avec la Terre. La poussée est calculée pour assurer un trajet le plus court possible, étant donné le carburant restant. Le trajet de retour vers la Terre ne dure que 2 jours et demi, contre 3 jours pour le trajet aller. Fin du commentaire. L'homme est de retour. Étrange d'ailleurs cette différence de temps. La cellule est tout de même arrivée sur Terre à 40 000 km/h, c'est-à-dire à la même vitesse que son injection pour partir sur la Lune. Les accélérations étant les mêmes, à mon avis, les temps auraient dû être les mêmes. Pendant les 2 ou 3 jours du retour, on leur avait même prévu, pour s'occuper, une sortie extravéhiculaire pour aller récupérer les films dans les caméras extérieures. Manque de peau, les combinaisons adaptées à la sortie étaient restées dans le lait. C'est ballot. Ils auraient pu y aller en apnée. Pour ce qui est de la quarantaine, totalement inutile, pratiquée au retour, en effet, les 2 compères n'ont pas pris de bain de soleil sur la Lune. Si les microbes ou virus étaient rentrés dans l'habitacle, ils sont donc arrivés sur la Terre. De plus, un virus qui a survécu pendant des millénaires
sans oxygène, dans le froid glacial ou la fournaise, n'étaient pas prêts d'être éradiqués avec du gel et des masques. Tout compte fait, ils ont bien fait de ne pas être allés marcher sur la Lune. Cette quarantaine aura par contre permis aux trois bonhommes de bien se faire briefer en prévision de leur futur discours médiatique. Mais là aussi, comme d'hab, à vous de juger. Comme toujours, voilà le moment tant attendu de la conclusion. À mon humble avis, les Américains n'ont pas pu prouver leur supériorité par rapport aux Russes dans la conquête spatiale. Par contre, pour ce qui est de leur pouvoir de communication et de persuasion, pas de doute, ils sont vraiment les meilleurs. C'est d'ailleurs eux qui ont inventé le terme de fake news. Évidemment, si vous avez des réponses à mes interrogations et doutes, je suis évidemment preneur. La communauté des Apollo-sceptiques vous remerciera. Je viens de voir le dernier film tourné en 2018 par Damien Chazelle sur la mission Apollo, First Man. Très instructif. Comme quoi, il n'est pas nécessaire d'aller sur la Lune pour faire un film dans lequel on voit un homme marcher, sauter sur le sol lunaire. Mais cela, on s'en doutait un peu. Salut et merci d'être arrivé au bout de cette vidéo.